J'étais intéressé par ce que Monsieur Roux de Bézieux disait en introduction, à savoir que certaines entreprises seraient plus concernées par des questions de demande qui vont dépendre du contexte international, de la consommation, et d'une certaine manière, la question de la demande est un peu plus habituelle à traiter avec les outils dont nous disposons. Et puis il y a la question de l'offre, et là, l'offre est évidemment bousculée d'une manière beaucoup plus inhabituelle. Vous avez cité les coûts d'adaptation aux gestes barrières, la reconstitution des fonds de roulement, le niveau d'endettement qui pourrait empêcher la reprise rapide d'entreprises qui auraient un carnet de commandes. Il y a deux sujets sur lesquels je voulais vous interroger. La question des ruptures d'approvisionnement, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que vous anticipez que ça pourrait aller en s'aggravant, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est amené à s'atténuer? Et puis l'autre part, c'est la question de la tension sur la capacité des entreprises à trouver la main-d'œuvre quand cela est nécessaire. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous anticipez que c'est un sujet qui pourrait émerger? Et si c'était le cas, est-ce qu'il vous paraît qu'il faille mettre en place des mesures ciblées pour les secteurs concernés, ou qu'au contraire, comme vous l'avez suggéré un peu plus tôt, il vaut mieux rester sur des mesures un peu plus générales que des mesures sectorielles? Je vous remercie. La partie tension sur la capacité à trouver de la main-d'œuvre, etc., on va avoir effectivement des secteurs qui vont avoir besoin de main-d'œuvre et d'autres qui vont être en pénurie de main-d'œuvre. Alors, on peut avoir quelques leviers. Il y a une ordonnance qui permet qui facilite le prêt de main-d'œuvre. Je pense que si cela est encadré, on va dire, d'une façon positive, eh bien, et non pas restrictive, je pense qu'on peut rendre service à beaucoup de salariés et à beaucoup d'entreprises. Je pense aussi que les leviers de la formation professionnelle, on a vécu une grande réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je pense que sur le volet formation professionnelle, globalement, ça ne fonctionne pas bien. Regardez, moi j'ai demandé à France Compétences quels étaient les chiffres d'utilisation du compte personnel de formation. Le fameux Graal pour chaque individu de choisir ses formations. Eh bien, pendant la période de confinement, moi je m'attendais à ce que ça explose. 1% de la population des ouvriers l'ont utilisé, 2% des employés techniciens agents de maîtrise et 3,5% des cadres. C'est un échec cuisant. Je considère que c'est un échec cuisant dans une période comme celle-ci. Eh bien, je pense qu'il faudrait se poser la question si on ne pourrait pas redonner quelque part la main aux chefs d'entreprise pour réenclencher ce qu'on savait très bien faire, des plans de formation, en mobilisant bien évidemment le CPF des salariés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsque vous voulez mobiliser le CPF, il vous dit bah, c'est mon argent, donc je décide. Donc, il faudrait qu'on puisse imaginer de retrouver la main, sachant que vous savez, il y a un énorme trou dans la raquette. Les PME entre 50 et 300 salariés continuent à payer la mutualisation et non plus le retour sur investissement, la mutualisation de la formation. Donc, il faudrait réorienter l'argent du PIC sur ce tissu d'entreprise pour qu'on puisse réactiver ces plans de formation. Et puis, le gouvernement a pris une décision tout à fait positive à travers le FNE de pouvoir aller jusqu'à 1200 heures avec une convention avec la directe par salarié pour les former pendant ce temps où, malheureusement, plutôt que de les laisser au chômage partiel, voire au chômage de court, pouvoir les conserver le jour où l'activité revient dans l'entreprise en suspendant le contrat de travail et en les formant. Eh bien, je pense qu'il faudrait élargir ce dispositif, en faire beaucoup plus la promotion, parce que ça pourrait rendre service à beaucoup d'entreprises et surtout beaucoup de salariés. Sur les ruptures d'approvisionnement, écoutez, aujourd'hui, je n'ai plus de remontée de terrain par rapport à ces questions d'approvisionnement. À ma connaissance, alors peut-être que j'oublie certains secteurs, mais on n'a plus de rupture d'approvisionnement. Ce qu'on est en train de constater par contre sur les masques FFP2 entre autres, c'est qu'on se retrouve encore avec des commandes où on ne nous indique plus de date de livraison. Donc, voilà, c'est-à-dire que l'utilisation des masques, malheureusement, on va en avoir besoin encore pendant longtemps. Donc, il faut veiller à ce que ça reste fluide. Parce que si, par exemple, moi, je n'arrive plus à m'approvisionner avec des masques FFP2, eh bien, je ferme l'entreprise. Donc, on n'en est pas là, mais c'est un point de vigilance. Par rapport à ce qu'a dit M. Barrot, bon, nous, on n'a pas de problème d'approvisionnement, très clairement, hein, c'est résolu. Alors, je mets un peu de côté les masques, mais globalement, ça va bien. Et sur la manœuvre qualifiée, je rappelle qu'au mois de février, le sujet numéro 1 de nos entreprises, c'était de trouver de la manœuvre. En février, c'est pas, c'était
Bon, quand je venais ici, c'est de dire on avait un problème pour trouver de la manœuvre qualifiée. D'où les questions de la formation, de l'apprentissage et autres, parce qu'il y a une sorte de chaîne qui est cohérente. Hein. Si on ne forme pas assez, on n'a pas de manœuvre qualifiée et compagnie. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème de manœuvre parce qu'il n'y a pas de boulot. Bon, peut-être que dans 6 mois ou dans un an, la question se reposera. C'est pour ça que nous, on tient beaucoup à ce que la chaîne de la formation ne casse pas actuellement. Même si on n'a peut-être pas besoin de cette manœuvre qu'on va former, tout de suite, j'espère qu'on en aura besoin très vite. Et donc, il ne faut surtout pas lâcher, entre guillemets, le morceau, si vous me permettez cette expression.